Merci au coordinateur du groupe de travail pour le travail qui a été effectué et le compte-rendu très complet qui a été fait aujourd'hui. J'ai plusieurs remarques de différents ordres, mais je voulais commencer par rappeler que si nous avons pu avoir ce travail, si la commission a pu être mise en place par l'Église catholique, c'est d'abord et avant tout parce qu'il y a des victimes qui, depuis des années, se battent pour cette reconnaissance, pour la justice. Et mes remerciements avant tout se portent vers elles parce que je crois que ça a été un très long et très dur chemin pour elles et que si la commission indépendante a pu se mettre en place, c'est d'abord, et ça a été fait, y compris, ça a été un combat que l'Église a dû accepter, pas toujours de bonne grâce sur un certain nombre de situations. Et donc, je crois que ça montre à quel point l'enjeu est aussi en matière, dans ces questions-là comme d'autres, mais en particulier, que les victimes soient entendues, qu'elles soient soutenues par l'ensemble des diverses institutions qui doivent et ont pour objet de les protéger et ont failli en l'occurrence. Deux points en particulier sur les recommandations qui ont été faites par le rapport. Je pense qu'il y a les constats que nous partageons sur la gravité des crimes commis pendant des décennies et encore, nous n'avons qu'une petite partie de la réalité. Deux points en particulier. Je crois qu'il faut véritablement, le rapport l'aborde, mais il faut aller plus loin vraiment sur la question du statut du secret de la confession et qu'il faut effectivement expliciter dans le sens qui permette que les crimes commis, les abus commis puissent être judiciarisés et sanctionnés et qu'il ne puisse pas y avoir le moindre doute sur l'interprétation qu'il doit y avoir du droit en la matière et que personne ne puisse se réfugier derrière un droit de conscience ou une réserve de ce type-là par rapport à ce type de crime. Le deuxième point rapidement sur lequel je voulais revenir, je crois que la question de la défiscalisation pour l'Église des réparations, pour nous, c'est une question qui ne peut être envisagée. Et je crois qu'il faut aussi que ce soit très vite clarifié parce que c'est à l'Église d'assurer cette réparation pleine et entière. Et donc, autant le fait que les personnes qui reçoivent cette réparation puissent l'avoir pleine et entière, mais ça ne peut être exonéré d'impôts ça ne peut être défiscalisé pour l'institution qui doit réparer pleinement les crimes commis. Je salue le fait que la justice restaurative apparaisse et soit aujourd'hui une expression et un enjeu qui est pris en compte par tous et toutes. C'est effectivement un domaine qui nécessite d'être plus connu, plus travaillé, plus intégré dans notre corpus juridique. Nous avions, lors des débats sur les lois de programmation de la justice, et notamment en 2018, porté un amendement sur ce thème-là, sur la nécessité de renforcer les moyens de la justice restaurative. Et je suis d'accord avec les collègues qui expliquent, qui disent qu'il faut aussi expliquer beaucoup plus comment cette démarche doit être, de notre point de vue, beaucoup plus prise en compte dans la justice en tant que telle, et y compris dans la compréhension de ce qu'est la justice et les différentes modalités, non pas de mon point de vue simplement une justice parallèle ou complémentaire, mais les différentes modalités par lesquelles la justice peut et doit être rendue. Et donc, c'est aussi une perspective, je crois, de travail extrêmement, extrêmement riche et nécessaire qui s'offre pour les prochaines législatures. Je rejoins également le constat que ce rapport de la commission indépendante et aussi le travail de nos collègues du groupe de travail dit aussi en fait des manques, des faillites, des responsabilités que en tant que société et en tant que différentes institutions nous n'assumons pas vis-à-vis de ce qui est les plus grandes violences sexuelles à l'égard des enfants. Les plus grandes violences sexuelles, ce sont les enfants qui en sont victimes. Nous avions eu lors du mandat
quelques occasions d'en parler avec plusieurs, au moins 2 textes qui ont été portés sur ce sujet. Il y a eu quelques avancées, mais je crois que ce débat doit aussi mettre en lumière la nécessité d'aller beaucoup plus loin sur la protection et effectivement l'enjeu de prévenir en fait ces crimes et donc les moyens en termes de formation et d'éducation à la fois pour les professionnels dans l'ensemble des secteurs, mais aussi le fait de garantir les droits des enfants et qu'ils doivent être éduqués à leurs propres droits également, d'en faire aussi des acteurs et de renforcer leur compréhension de ce que sont les limites et comment ils peuvent faire et à qui ils peuvent s'adresser dans des situations critiques et de risque. Et donc, l'enjeu de la prévention, nous regrettons que ça a été finalement peu abordé, ou en tout cas, les moyens donnés à ce niveau-là sont toujours en dessous de l'ampleur de la tâche. Et puis, la nécessité aussi, de notre point de vue, en matière de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, et notamment sur les enfants, sur l'accompagnement des victimes en matière judiciaire, en matière d'accueil dans les institutions, notamment la police, en matière d'accompagnement de suivi médico-psychologique. Donc là encore, il y a énormément à faire et les moyens conséquents qui doivent être mis en œuvre. Enfin, je terminerai par une réflexion générale. J'apprécie beaucoup le ton des échanges et la retenue qu'il y a dans un sujet qui est très délicat, qui est très douloureux aussi. Je crois que ces travaux et la manière dont les débats ont été menés depuis l'audition du président Sauvé doivent aussi nous inspirer sur comment on aborde ce genre de questions, comment on aborde un sujet, par ailleurs, un terme qui a peu été cité jusqu'à présent. Je crois que personne n'a parlé, à part notre collègue Marie-Georges Buffet, la séparation de l'Église et de l'État, c'est la question de la laïcité, c'est comment, en tant qu'institution de l'État républicaine, quel rapport nous avons et quels sont les périmètres d'intervention possibles de l'État vis-à-vis d'une institution ecclésiastique et de ses formes juridiques. On est en plein dans un débat de la laïcité. Et je pense que c'est le type de débat qui nécessiterait d'être sur la voie publique. Et si on parlait ainsi de la laïcité de manière moins obsessionnelle et de moyens moins instrumentalisés, je pense qu'on avancerait beaucoup plus en vérité sur le respect de ce principe fondamental de la République. Je vois et je suis fort satisfaite que dans les recommandations, il n'y a aucune recommandation pour dissoudre les institutions ecclésiastiques ou prendre les biens de l'Église pour la réparation. Il n'y a aucune volonté, par exemple, de retenter des expériences qui ont pu avoir lieu sur le fait de recréer une église gallicane, par exemple. Bref, il y a une attitude, je crois, véritablement respectueuse de la laïcité et d'exigence vis-à-vis des institutions religieuses. Et j'espère que cette attitude pourra, et dans les semaines, les mois et les années à venir, s'appliquer effectivement à l'ensemble des confessions et des institutions religieuses de ce pays, et donc que nos débats seront un exemple de respect et de retenue. Ça n'a pas toujours été malheureusement le cas jusqu'à présent, ça risque de ne pas l'être dans les prochaines semaines, mais j'espère que tous et toutes, nous avons en tête qu'il y a une autre manière d'avoir des débats sur la laïcité, qu'il y a une autre manière d'avoir des débats avec les institutions religieuses et qu'on devrait l'appliquer à tous et à toutes.